Bonjour à tous et à toutes. Alors, pour commencer, toutes nos excuses, nous avons rencontré, Anne-Laure et moi, des petits soucis techniques qui ne nous ont pas permis d'être là à 11 heures comme prévu. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont partis, mais auront l'occasion de regarder cette vidéo en replay. En tout cas, moi, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau Facebook Live, donc en présence de Anne-Laure Thierry, qui est psychologue clinicienne du travail. Et Bonjour. qui connaît bien le sujet du burn-out puisque elle consulte chez elle dans son cabinet des personnes qui sont concernées par cette question et elle travaille également à la médecine du travail de Blois. Qui est située en France, hein, parce que je sais qu'on a pas mal de Belges qui nous qui nous suivent. Donc bonjour Anne-Laure. Bonjour. Donc j'espère que vous nous entendez et que vous nous voyez. Si certains d'entre vous sont ici, si vous pouvez nous faire un petit pouce ou un petit OK pour nous dire que tout est OK, ce serait super. Le temps peut-être de vous laisser arriver pour ceux qui viennent de lire le message comme quoi ça y est, tout fonctionne correctement. Je vais peut-être commencer par me présenter, puisqu'il y a à chaque fois des personnes nouvelles qui nous rejoignent. Donc moi, je suis Catherine Pi, je suis coach professionnelle, psychologue du travail et j'ai exercé donc une vingtaine d'années en tant que responsable ressources humaines en entreprise, jusqu'à connaître moi-même un burn-out qui m'a conduit à me poser pas mal de questions sur ce que j'avais envie de faire et surtout m'a amené à un nouveau projet. Et ce nouveau projet, vous l'avez compris, c'est Envolez-moi. Envolez-moi, dans Envolez-moi, en tout cas, j'accompagne les personnes qui sont en burn-out pour les aider à rebondir sur le plan professionnel. Alors, je propose des accompagnements en ligne pour soit vous aider à définir un nouveau projet professionnel, pour voilà retrouver plaisir au travail et surtout l'envie de retourner au travail si, comme moi, et bien après ce burn-out, vous vous êtes rendu compte que le travail que vous exerciez n'était plus véritablement fait pour vous. Autre accompagnement possible, c'est pour ceux qui veulent conserver leur métier, qui ont simplement envie d'aller l'exercer ailleurs, mais qui se sont qui se sentent un peu perturbés par le burn-out et qui ont perdu confiance en eux. Donc là, je peux vous accompagner dans vos démarches de recrutement pour bien cibler votre nouvel emploi, votre nouvel employeur et surtout vous aider pour votre CV, vous préparer aux entretiens de recrutement. Donc ça, voilà, c'est les accompagnements que je propose pour les particuliers, mais j'interviens aussi en entreprise pour là former les collaborateurs et les salariés sur la question du burn-out, savoir ce que c'est, à qui ça arrive, quels sont les symptômes. Donc là, vraiment dans une démarche de prévention ou, ma foi, lorsque le burn-out est arrivé, accompagner vos salariés pour les aider à un retour à l'emploi le plus rapide et surtout efficace possible dans la durée pour éviter une rechute. Donc voilà rapidement ce que propose Envolez-moi, mais je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à aller voir le site web envolez-moi.com. Donc voilà pour ma présentation. Je vois que quelques personnes nous ont rejointes. Donc merci à vous, merci d'être là. Anne-Laure, je vais peut-être vous laisser justement la parole pour vous présenter un petit peu plus en détail après ces émotions N'est-ce sur la pas? technique. Oui, donc je suis ravie d'être là en tout cas. Donc je suis Anne-Laure Thierry, je suis psychologue clinicienne du travail. Alors c'est un bien grand mot qui n'est pas courant. La clinique du travail, il s'agit de soigner les personnes qui ont un trouble en lien avec le travail et puis de soigner également le travail, puisqu'on peut quand même dire que le travail est malade, ou en tout cas rend tellement malade qu'on peut se poser la question de savoir s'il ne serait pas malade tout seul, lui. Mm. Je travaille donc en cabinet, comme vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai un cabinet personnel où je consulte des personnes qui sont en situation de souffrance au travail, qui sont malades en lien avec le travail, ce qu'on appelle des dépressions réactionnelles au travail. Et puis, je travaille donc au service de santé au travail, anciennement médecine du travail, à Blois, où là, je suis dans le service des IPRP, les intervenants en prévention des risques professionnels. Et les Mhm. risques dont je m'occupe, ce sont les risques psychosociaux.
Donc, il s'agit de faire des études en entreprise sur les risques psychosociaux. Il s'agit d'aider le médecin du travail à repérer ses risques et puis à aider les salariés à les repérer également. Il s'agit de sensibiliser les employeurs au stress au travail. Il s'agit de s'occuper aussi des événements traumatiques en entreprise. Hélas, le travail peut rendre malade, mais peut être parfois mortel. Et ça, c'est compliqué aussi. Voilà un petit peu tout ce que je fais au service de santé au travail. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est effectivement vous avez la double casquette et psychologue clinicienne donc pour accompagner les personnes qui sont en souffrance ou qui ont connu un burn-out en l'occurrence parce que vous ne faites pas que ça mais c'est quand même aussi une spécialité et puis aussi cette casquette entreprise et prévention sur les risques psychosociaux donc j'ai effectivement pour vous avoir rencontré puisque nous sommes dans la même ville trouvé que c'était très intéressant de vous entendre sur le sujet. Donc, pour ceux qui sont avec nous, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, poser des questions en direct à Anne-Laure Thierry. Je me ferai un plaisir de lui communiquer vos questions et on pourra y répondre au fur et à mesure. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, nous avons préparé quelques petites questions à l'avance. Et la première question que je souhaitais poser donc à Anne-Laure, c'était de nous dire justement dans le cadre de ces consultations en tant que psychologue clinicienne du travail, si elle avait pu constater une sorte de profil type, comment est-ce que voilà, elle peut regrouper les caractéristiques communes des personnes qui sont concernées par le burn-out et qui viennent justement consulter à votre cabinet. Ouh. Alors, en fait, la première chose que l'on peut dire, c'est que toutes les personnes, ce sont des personnes impliquées dans leur travail. Elles ont une valeur travail forte et elles se sont investies énormément dans le travail. Souvent, d'ailleurs, les entreprises ont énormément apprécié cet investissement à un moment donné. Donc, faut quand même le dire que c'est cette valeur travail qui est forte et que ce n'est pas un défaut en soi d'avoir une conscience professionnelle parce que beaucoup arrivent le jour où ils tombent, hein, où ils vont pas bien, où ils décompensent, ils arrivent en se disant mais j'ai trop donné. Non, la conscience professionnelle, c'est bien d'en avoir. C'est vrai qu'il y a des limites à poser, mais c'est aussi à l'employeur de les poser. Il faut le rappeler. Donc, Ouais. je dis toujours que les personnes qui arrivent chez moi sont des personnes saines au départ. Elles ont une bonne base. Ce n'est pas un problème de personnalité, c'est un problème de rencontre entre un employeur qui ne pose pas de limites et un salarié qui a du mal à en poser aussi parce qu'il est consciencieux, parce qu'il est impliqué. Mhm. Il faut vraiment quand même se déculpabiliser sur soi. Il faut arrêter de dire quelque part que c'est un problème de personnalité. Ce n'est absolument pas un problème de personnalité, c'est un problème d'organisation de travail. Mhm. Alors, je suis Avant tout. très heureuse de vous entendre dire ça, forcément, puisque j'ai été concernée, mais pas que, mais parce qu'effectivement, c'est vrai que on le dit souvent, le burn-out, c'est encore quelque chose qui est pas très très connu, qui est pas encore tout à fait compris, et que bien souvent, malheureusement, c'est vrai qu'on a tendance à faire un peu le focus sur la personnalité du salarié, sur sa situation personnelle, à dire oui, mais voilà, en ce moment, il allait pas très bien, il rencontrait des soucis, etc. Et ce qui invite des fois pas suffisamment, à mon sens, et ça semble être votre avis aussi, l'entreprise à se poser elle-même des questions sur peut-être ce qu'elle aurait pu faire autrement ou sur les mots MAUX de cette entreprise qui peut-être n'ont pas permis justement d'une part de prévenir et d'autre part de protéger ses salariés. Tout à fait. Je le rencontre souvent au service de santé au travail, hein, des personnes qui me sont orientées par les médecins, qui arrivent avec une vraie souffrance et quand on les questionne sur ce qu'ils font au niveau du travail, de leur métier, de leurs tâches, de l'organisation, des relations aussi au travail, on voit bien qu'il y a quand même de toute façon dans l'entreprise quelque chose qui pêche. Et pourtant, il y a plein d'actions à faire, il y a plein de plans d'action à mettre en place. Donc, Mhm. l'idée, c'est quand même de remonter le plus souvent, d'aller chercher au niveau du travail, de ne pas subir et d'être acteur, de mettre un plan d'action en termes Mhm. d'organisation. Donc, Donc, oui, allez-y.
Oui, oui, c'est vraiment ça que je voudrais dire à toutes les personnes qui ont subi un burn-out, c'est que il faut pas se sentir coupable par rapport à ça. Actuellement, le travail et l'organisation du travail posent problème dans toute son économie, dans toute son accélération du temps. Donc, voilà, il y a quelque chose à soigner et c'est le travail qu'il faut d'abord soigner. Ouais, d'accord. Donc des actions à mener du côté de l'entreprise et donc ça, Oui. j'espère qu'il y a aujourd'hui ou en replay en tout cas un certain nombre de RH ou de chefs d'entreprise qui entendront ce message parce que je pense que c'est un élément important. Et puis de l'autre, bien évidemment aussi sans doute une question, enfin, en tout cas des questions à se poser sur soi-même en tant que personne concernée sur le burn-out, sur ce qui nous a conduit à ça, sur le fait que effectivement on n'ait pas su peut-être poser des limites ou s'investir au-delà de ce que notre corps était capable de supporter. Et donc là, j'imagine que c'est le travail aussi que vous faites en tant que psychologue lorsque vous les voyez en consultation. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont dans ce cas-là et qui sont aujourd'hui chez eux et qui n'ont pas encore peut-être pris la décision de consulter un psychologue. Donc, en quoi est-ce que consulter un psychologue du travail comme vous, spécialisé donc sur cette question-là, peut être utile et nécessaire pour une personne qui est concernée par le burn-out? Il est nécessaire de prendre du recul. Alors souvent, hélas, il faut que les personnes décompensent pour arriver dans nos cabinets. Et ça, c'est dommage parce que c'est comme si on ne pouvait pas prévenir du burn-out les personnes. Elles sont dans Qu'est-ce que vous un appelez, pardon, décompenser pour que peut-être c'est passé d'un état normal où la vie va bien à un état où on se trouve dans un système psychique de rumination et qui nous pose problème. On va dire globalement, décompenser, c'est quand on passe dans la maladie. D'être dans la dépression, mais on peut avoir tellement d'autres maladies en lien avec le travail, hein. On peut avoir des comportements très agressifs. On peut avoir, pour moi, c'est une décompensation quand des gens sont on va dire que normalement, l'être humain est plutôt respectueux, courtois, ça fait partie de la base. Mais quand on a beaucoup de comportements irrespectueux, pour moi, c'est une sorte de décompensation quand c'est en lien avec le travail. On peut avoir des c'est un bouffées comportement délirantes, anormal qui est lié au travail, complètement, quoi, complètement. conséquence. Les bouffées délirantes, des états de stress post-traumatique, on peut avoir beaucoup de pathologies. Donc, quand on a décompensé, c'est qu'on est passé dans la pathologie. Et là, Mhm, c'est à ce moment-là qu'on a les personnes dans nos cabinets. mhm, Le médecin du travail peut éventuellement lui repérer avant ce qu'on pourrait appeler une prévention du burn-out, c'est-à-dire repérer des gens qui vont droit dans le mur, quelque part, mhm. et me les orienter. Mais je constate, avec beaucoup de regret, que je les ai dans mon cabinet, les gens n'entendent pas. Il faut bien qu'ils comprennent qu'en fait, ils sont dans une centrifugeuse, ils s'impliquent, ils avancent, ils disent toujours ça arrivera, ça arrive aux autres, mais pas à moi, parce qu'il y a cette notion d'implication. Mhm. Et puis, ben, le jour où ils tombent vraiment. Et là, ils arrivent dans nos cabinets. Je pense que beaucoup Et se reconnaissent là, dans ceux qui nous écoutent, effectivement, cette petite souris qui tourne dans c'est dans sa ça. roue là et qui n'entend pas effectivement suffisamment, en tout cas les alertes et de son corps et de son entourage professionnel ou personnel pour dire bon là il faut que je fasse une pause pour être en mesure de me recentrer et d'éviter effectivement d'aller de foncer dans le mur comme vous dites. Donc C'est ça clair vous rencontrez effectivement ce problème, cette difficulté de personnes qui n'entendent pas. c'est tout à fait ça. C'est pour ça que la prévention n'est pas sur l'individu en lui-même, il est bien sur l'entreprise avec les facteurs de risque psychosociaux à travailler. Parce que Mhm. l'individu a du mal à se rendre compte de la situation dans laquelle il est. Par contre, une fois qu'il a décompensé ou qu'il est arrivé souvent à l'arrêt maladie, là, il arrive à se poser et à mieux comprendre. Et c'est là aussi l'intérêt du psychologue clinicien dans nos cabinets, c'est d'arriver, de se poser et de pouvoir arriver à prendre du recul, c'est-à-dire analyser la situation de plus loin. C'est ce que chez nous, on appelle le faire le pas de côté. Mhm. Regarder une situation sans l'affect et sans être dans cette centrifugeuse. Mhm. Et là, de remettre tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé depuis 2 ans. Parce que souvent,
un burn-out a commencé, l'épuisement a commencé depuis 2 ans auparavant au minimum. Oui, Les c'est-à-dire? symptômes ont commencé, ça peut être des symptômes corporels, mais ça peut être aussi un sentiment de surcharge ou l'impression de ne plus être en lien avec les collègues dans le travail. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans les 2 ans avant un burn-out, en fait. D'accord, ok. Donc là, il y a besoin d'analyser ces 2 années-là et de comprendre ce qui s'est passé pour, un, se déculpabiliser, ça c'est important, et deux, arriver à comprendre qu'est-ce qu'il faut modifier en soi pour que ça ne se reproduise pas. Donc il Mhm. s'agit aussi de travailler sa peur de retourner au travail. Mhm. Alors comment ça se passe ce genre de prise de conscience, c'est-à-dire, enfin, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques exemples vécus de prise de conscience de son propre fonctionnement et de l'absence de limites justement ou de peur que vous pouvez entendre vis-à-vis du retour au travail? Alors, ce n'est pas une question simple que vous me posez parce qu'en fait, c'est tellement multifactoriel la façon dont on tombe, enfin la façon dont on vit le travail. C'est-à-dire que quand les personnes arrivent et nous racontent le travail, d'un seul coup, elles peuvent comprendre qu'il y a des injonctions paradoxales. Alors, je vais vous donner un exemple d'une injonction paradoxale d'une personne qui arrive et qui me dit, mon poste, c'est d'être caissière dans un petit magasin, d'être caissière et de remplir les rayons. Mhm. Donc, un jour, son responsable vient et lui dit, vous devez toujours être à la caisse pour accueillir le client. Parfait, il n'y a pas de souci. Mais 3 semaines après, il vient, il lui critique la mise en rayon en lui disant, il n'y a pas tout dans les rayons, il faut remplir les rayons, mais pour remplir les rayons, il faut aller chercher le stock par derrière. Mhm. Donc, comment elle fait pour être toujours à la caisse pour accueillir le client et en même temps remplir le stock dans ses rayons? Ce n'est Mhm. pas possible. C'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale et ça rend fou. C'est-à-dire que cette personne, elle ne sait plus sur quel pied danser. Elle est en déséquilibre. Et quand on commence à déséquilibrer, que ce soit le corps ou la tête, on finit par ne plus y arriver. Elle ne Mhm. savait plus quoi faire, cette personne. Elle était perdue. Mhm. Donc elle Et c'est courait ça partout. où et c'est ces prises de recul-là qu'il faut prendre. C'est-à-dire que la personne ne s'est pas rendue compte qu'elle avait une injonction paradoxale à vivre. C'est quand elle vient le raconter en cabinet que on peut lui pointer du doigt, mais ça ne va pas votre travail. Il y a un souci d'organisation. Mhm. Mhm. Et vous voyez bien que c'est un souci d'organisation. Ouais. Alors, Et c'est cet exemple est d'autant plus intéressant que on se dit souvent effectivement hein, que le burn-out concerne les cadres à responsabilité, ce qui est vrai, ce qui est vrai puisque ça concerne en priorité les chefs d'entreprise ou des cadres à responsabilité, mais concerne aussi des employés et peut concerner aussi les employés, des ouvriers, voilà, qui sont dans un contexte tel que vous l'évoquez. Donc, je trouve que c'est intéressant de le relever aussi. Oui, oui, c'est vrai que les cadres, alors, et particulièrement les cadres intermédiaires, un petit peu ceux qui sont pris entre le haut, la hiérarchie suprême, et puis les ouvriers sont vraiment tiraillés. Et eux, ils sont dans l'implication aussi énorme, même en termes de temps. Ils y passent beaucoup de temps. Il y a énormément de burn-out chez les hommes, et enfin chez les cadres intermédiaires, et beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Mm. Dans les statistiques, il y a ça qui est présenté. Donc, ce qui est mis en avant aujourd'hui, c'est que les femmes ont souvent un double travail, c'est-à-dire le travail de la journée et le travail de la maison qui est mis en avant. Donc, Mhm. elles ont tendance à tomber plus facilement, enfin, Mm. décompenser plus facilement. Alors, on évoquait tout à l'heure aussi donc les peurs que les personnes en burn-out pouvaient éprouver vis-à-vis de leur retour à l'emploi ou à une activité professionnelle. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ou nous donner quelques exemples de ce que vous rencontrez le plus fréquemment? Comme peur. Alors, une fois qu'on est en arrêt maladie, la peur d'y retourner, elle est très importante. Alors, elle se caractérise d'abord par le corps, c'est-à-dire que le corps exprime une angoisse. L'angoisse, c'est un état d'alerte du corps, c'est le corps qui se sent en danger. Donc, la première chose qui arrive, c'est la première peur du salarié, c'est je ne veux plus revivre la crise d'angoisse, je ne veux plus revivre la crise de panique. Rien que quand il passe devant son entreprise, à nouveau, le corps se met en état d'alerte.
à nouveau, le corps crée une angoisse. Donc, se crée de plus en plus des phobies. Mhm. Phobie de repasser devant l'entreprise, phobie d'y retourner, phobie d'avoir un contact ou même un mail. Ça devient un état d'alerte pour le corps. Donc, c'est des vraies peurs d'abord corporelles. Peur que le Ouais. corps ne réponde plus comme il l'a fait à un certain moment. Mhm. Après, il y a la peur de tout ce qui rappelle cette mémoire émotionnelle, c'est-à-dire même le RH d'une entreprise fait peur, même son collègue peut faire peur. Les gens s'isolent chez eux par peur de rencontrer un collègue dans le supermarché. Donc, cette peur, elle J'ai est l'impression que vous d'abord... parlez de moi, là, c'est terrible. Mais énormément de gens se reconnaîtront. C'est vrai que faut quand même dire que dans un burn-out, ce qui reprend le contrôle, c'est le corps. C'est-à-dire que la tête est en surcharge mentale, que la tête crée de l'hormone de stress à outrance et que là, on trouve des troubles de la communication, des troubles cognitifs importants, des troubles de la concentration, de la mémorisation. Et donc, cette hormone de stress empêche le fonctionnement normal du cerveau. Donc, le corps reprend le contrôle aussi en disant à la tête, bah, je te mets au repos. Mhm. Globalement, c'est que ça. Moi, Mhm. corps, je te dis, je me mets en alerte, je fais une crise d'angoisse, une crise de panique. Des fois, il peut faire beaucoup plus, comme je le disais tout à l'heure, une bouffée délirante, je vais aller très loin, un AVC, une crise cardiaque, il peut faire plein de choses pour arrêter la personne. Mhm. D'accord. Et puis après, c'est ça que la personne a peur, c'est la peur que le corps prenne contrôle encore totalement et ne réponde plus. Ouais. Alors, comment on peut réussir, alors je ne sais pas si vous avez la réponse, mais enfin, juste une petite parenthèse, donc effectivement sur ce que vous venez de citer à titre d'exemple et de témoignage, moi effectivement je me rappelle que des collègues me proposaient d'aller déjeuner avec elles, bon, chose que j'ai faite mais que finalement j'ai très mal vécu après coup, hein, parce que ça m'a demandé, comme vous dites, ça a réveillé un certain nombre d'émotion et d'angoisse, et de deux, en tout cas, j'étais incapable de retourner sur le parking de mon entreprise et j'ai dû leur donner rendez-vous ailleurs parce qu'il m'était impensable de les retrouver dans cet endroit dans lequel j'avais vraiment pas envie de remettre les pieds et juste à côté de cette entreprise, il y a un supermarché, donc autant vous dire que je m'arrangeais toujours pour ne pas tomber ou ne pas y aller aux heures où j'étais susceptible de pouvoir croiser quelqu'un. Donc voilà, c'est vraiment du vécu, mais ce que vous dites est vraiment me rappelle plein de choses et je pense que pour ceux qui nous écoutent aussi se reconnaîtront. Après, une autre question. Donc, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais comment justement on peut réussir à surpasser ces angoisses dont vous parlez, ces angoisses ou ces émotions que nous rappelle le corps pour justement réussir à passer le pas et à aller mieux et à être capable, alors soit de retourner travailler, soit pas forcément dans cette entreprise, peut-être ailleurs, mais qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que vous faites, vous, pour aider ces personnes à dépasser ces angoisses? Alors, ce qu'il faut bien comprendre au moment de cette décompensation ou du burn-out ou de l'épuisement professionnel, c'est que la tête et le corps se sont déliés. La liaison entre les deux n'existe plus. Donc l'idée, c'est de remettre un lien entre la tête et le corps, c'est-à-dire que le corps doit à nouveau avoir confiance dans la tête et la tête doit à nouveau avoir confiance dans le corps. Donc il s'agit dans un premier temps, puisque c'est le corps qui a repris le contrôle, de bichonner son corps. Mhm, C'est-à-dire, il faut, alors moi je passe beaucoup de temps à dire il faut marcher pour éliminer l'hormone de stress, il faut se faire masser, il faut aller dans la piscine, il faut bichonner son corps. S'il a mhm, envie de dormir, il faut dormir. S'il a envie de manger du sucre, il faut manger du sucre. Voilà, il faut lui répondre. C'est-à-dire que la tête, là, elle ne doit plus dire je prends le contrôle, elle doit dire au corps, bah, dis-moi ce que tu veux, je le fais. ouais, Pour que déjà ce lien se recrée et la confiance entre les deux se recrée. mhm, Après, la tête doit vider son hormone de stress, donc il n'existe que deux moyens de vider l'hormone de stress qui s'est créée, il faut du temps. La première, c'est d'éliminer la source de stress, et donc c'est l'arrêt maladie. C'est pour ça qu'on met en arrêt maladie les personnes. Il faut éloigner la personne de la source de stress.
Mhm. Donc évidemment, quand vous allez manger avec votre copine le midi, même si c'est votre ancienne collègue, ça réveille la mémoire émotionnelle et Mhm. donc vous refabriquez l'hormone de stress. Donc on essaye Mhm. d'éloigner au plus. Mhm. Néanmoins, il ne faut pas toujours isoler non plus, hein. On ne veut pas éloigner des autres. Il Mhm. faut arriver à en parler. C'est pour ça que le psychologue aussi élimine l'hormone de stress, hein, parce que de mettre en mots les mots Mhm. permet au cerveau de se calmer dans cette sécrétion d'hormones de stress. Et puis, il faut ce que j'appelle, là on repart sur le corps, mais c'est la marche, le sport, n'importe quoi qui fait qu'on a une activité physique. Ça peut être tourner autour d'une table. J'ai un monsieur hier qui me disait, je ne peux pas faire autrement que de téléphoner en tournant tout le temps ou en bougeant tout le temps. Mais c'est parce que le corps réclame à supprimer cette hormone par l'action. D'accord. Donc, Ok. faire du jardinage, c'est très bien. Enfin voilà, il faut bouger le corps. Mhm, d'accord. Et donc reprendre soin de soi, effectivement, Ah la oui. première des choses à faire, c'est donc du repos, bien évidemment, et puis écouter son corps, se faire du bien, se faire plaisir, que ce soit par des massages, des bains, des marches dans la nature, bref, tout ce qui peut nous faire plaisir. Mais c'est comme ça que finalement, on se réapproprie son corps et qu'on élimine donc juste toutes ces angoisses et toutes ces émotions dont vous parlez. D'accord. Oui, sachant quand même que si le corps s'est mis en état d'alerte face à une situation, il pourra s'y remettre. Mhm, C'est-à-dire qu'il faut réellement rassurer, que l'entreprise soit rassurante pour pouvoir y retourner. Donc ouais. c'est là l'intérêt aussi d'avoir un contact avec l'employeur. Alors pourquoi pas par un intermédiaire autre quand on ne peut pas, hein. Ça peut être un collègue, ça peut être les délégués du personnel, ça peut être la médecine du travail. Voir comment réagit l'entreprise face à cette situation, quelle va être on va dire, sa façon de faire pour ramener son salarié dans Mm, l'entreprise. Parce que, mm, OK, il a besoin d'un temps de repos, mais il y a un moment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ouais. maintient un emploi? Et enfin, on n'est pas pour la désinsertion professionnelle quand même. Donc, Mm, il faut qu'on essaye de maintenir un emploi. À l'emploi, si on ne peut pas, qu'est-ce qu'on fait pour aider la personne à trouver un autre emploi? Je rappelle mm, que le travail est identitaire, qu'on en a tous besoin, qu'on se modifie, qu'on s'estime par le travail. Et c'est vraiment important le travail, quel qu'il soit. mhm, ouais, ouais. Donc, il faut Et, travailler soi, mais il faut travailler l'entreprise. ouais. Et ça, alors honnêtement, enfin voilà, je sais pas qui peut regarder cette vidéo et si jamais il y a des RH ou des chefs d'entreprise parmi nous, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste effectivement. Alors pour l'avoir vécu moi-même, mais c'est le cas, je pense, de la plupart des gens qui sont ici et qui sont salariés. Il y a un gouffre énorme qui se produit entre le moment où effectivement on est arrêté et son employeur. C'est-à-dire qu'on ne se comprend plus. L'employeur généralement va considérer qu'il s'agit d'un petit état de fatigue et puis passager et puis que bon ça va revenir et que surtout on va revenir comme en carence, c'est-à-dire comme on était avant. Or bien souvent on ne revient pas comme on était avant, c'est-à-dire qu'effectivement le temps de pause que l'on a eu l'arrêt maladie et puis le traumatisme que ça peut être aussi que de vivre ça fait qu'on se pose beaucoup de questions et qu'on a un regard différent sur notre emploi. Et c'est extrêmement important d'avoir justement, alors moi c'est aussi un des services que je propose, mais quelqu'un qui va servir de médiateur entre, alors ça peut être le service de santé au travail, ça peut être effectivement comme vous le dites des collègues ou autres, mais qui vont réussir à faire le lien, à faire en sorte qu'on se parle, qu'on se comprenne, sans pour autant que la personne qui est concernée se prenne tout directement. Donc, je trouve que cette notion de médiation là, elle est extrêmement importante pour faciliter le retour à l'emploi. Parce que forcément, quand on pense ou quand il est temps de revenir travailler, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement angoissant. Et si l'entreprise n'a pas fait des démarches pour essayer de comprendre, pour essayer d'aménager des choses, et puis pour être sûr de ne pas être maladroit, ça peut être assez néfaste et souvent, c'est ce que je dis, hein, 80% des gens qui font un burn-out quittent leur entreprise et c'est en grande partie lié à cette absence de dialogue et de compréhension entre les deux. Oui.
Et cette absence de communication fait que de chaque côté, les gens fantasment sur des haines, des colères, des conflits, comme si l'employeur pouvait dire, ben voilà, mon salarié est mauvais, entre guillemets, et comme si le salarié pouvait aussi dire que mon entreprise est incapable de comprendre. C'est vraiment du fantasme, puisqu'il n'y a plus de lien, il n'y a plus de communication, et que Mhm. souvent on se rend compte, quand on essaye de faire la médiation, ce lien, c'est que l'employeur est d'accord quelque part pour aménager ou pour écouter les choses. Il y a quelques employeurs qui ne le font pas, hein, je reconnais, il y a quelques mauvais employeurs, faut le dire, mais il y en a beaucoup de bons, et il y en a qui sont prêts à faire un geste, qui sont prêts Mhm. à écouter et à aménager le poste, voire à réorienter dans l'entreprise. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et puis, il y a des salariés qui ont peur et qui n'arrivent pas à reprendre le pas vers l'entreprise et qui s'imaginent des choses comme quoi mon employeur veut me virer, mon employeur ne veut plus de moi. Mhm. Ça, Ouais, ouais, c'est quelque d'accord. chose qui arrive souvent. Et Mhm. c'est beaucoup de fantasmes quand même, hein. Donc, il faut remettre ce lien. Vous avez raison, il y a plein de monde pour faire ce lien. Aujourd'hui, on est un peu embêté dans les entreprises parce qu'elles ont une loi qui dit que si l'employeur, enfin que l'employeur n'a pas le droit de prendre contact avec son salarié pendant l'arrêt maladie. Ouais. Mhm. Et c'est bien dommage parce que Ouais. ce lien se coupe. Alors, je Mhm. comprends que les employeurs aient peur, mais c'est pour ça que des fois, les instances, le CHSCT, les DP, des personnes comme ça peuvent refaire ce lien. Mhm. Alors, je prends quelques minutes pour lire quelques commentaires. On a Géraldine qui nous dit, moi, le DRH m'a indiqué lors de ma reprise en mi-temps thérapeutique que l'entreprise ne savait pas faire ni comment préparer et gérer mon retour en burn-out, et que c'est le délégué syndical qui m'a aidé pour son retour, enfin pour mon retour, donc dit-elle. Donc effectivement, on est vraiment là-dedans. Euh, Complètement. Laure qui nous dit voilà que marcher est pacifiant effectivement et oui il faut du temps pour aplanir l'hormone de stress. Et Mm. Sébastien qui nous dit donc revenu la première fois avec 21 de tension du travail, 9 mois d'arrêt. A priori, il a recommencé, 3 mois de rechute en août 2017, toujours en arrêt. Donc du coup, rumination, angoisse, etc. Il ne sort quasiment plus. Ouais. Intolérance au bruit, conversation croisée. Je suis infographiste et il est impossible pour lui de rester plus de 30 minutes sur mon PC, alors qu'avant, forcément, il y était plus de 9 heures. Donc aujourd'hui, effectivement, il dit qu'il nous rejoint sur les phobies et heureusement, les crises de tétanie et de spasmophilie sont moins présentes aujourd'hui. Donc on voit aussi hein, tous les impacts voilà, physiques euh, Complètement. et finalement dans sa vie sociale que ça peut avoir. La difficulté d'un burn-out, c'est que justement le corps après a plus de mal à supporter l'hormone de stress. C'est comme si on avait tiré un élastique, que l'élastique a lâché. Vous comprenez bien que derrière, quand on reprend l'élastique, c'est plus court. Il va lâcher plus vite. C'est un Ouais. peu ce système-là, c'est-à-dire que on a plus de mal à supporter l'hormone de stress après. Dès qu'il se passe quelque chose d'important dans notre vie, hein, même si c'est ailleurs, dans une autre entreprise, on a plus de mal. Alors, Mhm. j'aime bien ce témoignage de ce monsieur quand il dit j'ai mis 9 mois pour remonter. Alors, moi, je dis souvent à mes patients quand ils arrivent dans mon cabinet, je dis il y en a pour 9 mois à remettre son corps à peu près en bon état parce que 9 mois, c'est le temps d'une renaissance. C'est les Mhm. 9 mois qu'on était dans le ventre et c'est exactement ça qui se passe. C'est comme s'il y avait besoin de renaître et de se réapproprier son corps et de se reconstruire et de se modifier un petit peu parce que le moi, là c'est la psychologue clinicienne qui parle, c'est le moi qui a explosé en fait. Mhm. D'accord. Donc il faut refaire l'enveloppe. Il faut neuf Ouais. Ouais, mois. ouais. Je suis bien en phase et ça me rappelle Régis, alors qui peut-être nous regarde, qui avait donc signé son blog unautremoi.org et qui voilà, qui était vraiment dans cette idée-là aussi de renaissance, que je rejoins vraiment parce que c'est vraiment une renaissance. Euh, alors, si vous avez des questions sur l'aspect psychothérapie suivi, voilà, n'hésitez pas à les poser. Je vais peut-être poser quelques questions aussi maintenant sur bah, le deuxième travail de d'Anne-Laure, à savoir le côté plutôt prévention des risques psychosociaux. Euh, Est-ce que déjà vous pourriez nous parler des différentes causes potentielles du burn-out en évoquant justement ce que c'est que ces facteurs de risque psychosociaux?
Alors, bon, on en a déjà un petit peu parlé néanmoins, hein, ça va être des facteurs. Alors, il existe différents thèmes dans les facteurs de risque psychosociaux. Il y a l'organisation du travail. Donc, l'organisation du travail, ça va être les moyens humains ou financiers, hein, pour faire son travail. Ça va être les horaires de travail. Ça va être la bon, ça va être tout ce qui va être le travail dans son ambiance, dans son environnement technique aussi. Il va y avoir tout ce qui va être relation, management, évidemment. Hein. Est-ce que vous devez que remplir des tableaux forcés par votre manager qui, à 9h05, vous demande tous les matins les mêmes tableaux? On peut dire que c'est un peu stressant quand même. Ouais. Mhm. Ça va être tout ce qui est lié à la tâche, évidemment. Quand vous êtes pompier professionnel, vous pouvez vous dire quand même qu'il y a du stress, hein, si c'est pas un peu géré. Parce que du stress au travail, on peut en avoir, c'est pas un souci. Il s'agit d'équilibrer le stress, c'est-à-dire d'équilibrer les contraintes et les ressources. Il ne faut pas qu'au travail, il y ait plus de contraintes que de ressources. S'il y a plus de contraintes, on est en stress chronique. Mhm. Donc, c'est d'aller regarder quelles sont les contraintes du travail. Et s'il y a des contraintes, qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Donc, ça fait partie de mon travail au sein du service de santé au travail, c'est d'aller dans les entreprises, d'aller observer des postes, et on y va avec un ergonome, parce qu'il a une bonne analyse de l'activité, il connaît tout ce fonctionnement de l'entreprise. Et dans ce binôme, psychologue et ergonome, on peut plus appréhender le travail et repérer ce qui est de l'ordre de la contrainte, ce qui est de l'ordre de la ressource, et voir ce qu'on peut mettre en place comme plan d'action. Je D'accord. pourrais prendre, je ne sais pas, des exemples de ce que l'on a mis en place. Alors, ça peut être des fois tout bête, hein, comme plan d'action. Ça peut être enlever une cloison. Je me rappelle d'une entreprise qui avait un service, et pourtant, on n'est pas pour les open space, hein, maintenant. Mais il y avait deux personnes dans un bureau et trois autres de l'autre. Et ce qui était bizarre, c'est que c'était deux garçons et trois filles. Et ben, le fait de les avoir réunis a rééquilibré les données, en fait. Mhm. Et ça a donné moins de contraintes, puisqu'il y D'accord. avait une sorte de rivalité garçon-fille dans ce service. C'est des fois des petits plans d'action pas compliqués qu'on peut mettre en place, hein. Mhm. Mais il faut Mhm. aller le regarder, le travail, parce que sinon, on ne sait pas où est le stress. Mhm. Et Les d'où gens sont l'importance tellement dans, aussi de le les faire gens sont avec tellement dans un. la centrifugeuse qu'ils ne voient plus Ouais. Et que ce soit fait par un élément extérieur neutre, ça, je pense que c'est complètement. important. Enfin, c'est souvent difficile pour l'entreprise elle-même ou pour les salariés eux-mêmes. Enfin, enfin, je pense que c'est très important de les écouter justement ces salariés parce qu'ils en ont souvent, bien souvent, ils ont les solutions. Mais le fait que ça puisse être fait par quelqu'un d'extérieur et de neutre me semble important. Alors, à votre avis, enfin, comment aujourd'hui cette question du burn-out est vue, perçue par le monde des entreprises ou des chefs d'entreprise? Voilà, est-ce que vous notez une évolution sur la perception de ce fléau du 21e siècle, comme on l'appelle maintenant? Comment vous ressentez les choses par rapport à vos interlocuteurs? Alors, bon, moi, je trouve que ça avance. Alors, c'est vrai que, il faut toujours passer par des lois et du règlement pour que ça avance rapidement. Il faut quand même dire qu'on a mis en place l'étude de risques psychosociaux parmi les risques professionnels et que c'est une obligation de l'employeur de les mesurer. Bon, Mhm. ils ne le font pas tous, hein, sur notre département. Il doit y avoir que 20% des entreprises qui ont fait leur étude de risques psychosociaux dans leur document unique. Mhm. Après, l'État et les accords d'entreprise mettent en avant la conciliation vie perso-vie pro. Donc, on y fait beaucoup attention. Il y a aussi le droit à la déconnexion, qui sont des accords qui ont été imposés un peu par l'État. Donc, les entreprises s'y mettent. Mhm. Après, les risques psychosociaux, ça fait peur pour les entreprises. Donc, on a un peu, on va dire, modifié les choses. Elles sont plus parties sur la qualité de vie au travail. Ouais. C'est certes un mot, on va dire, plus joli, mais mine de rien, elles y font attention. On voit Mhm. de plus en plus de postes du bien-être au travail. On voit des réflexions bouger. Ça, c'est clair. Il faut du temps, mais ça avance. Mais c'est vrai que le burn-out, aujourd'hui, on a encore un peu de mal à le définir et à comprendre pourquoi certains, on va dire, décompensent et pas d'autres. Mhm. Mais on n'a pas tous les mêmes contraintes dans l'entreprise et on n'a pas tous la même histoire non plus face au stress.
Ouais. Donc, c'est bien la rencontre des deux qui fait que. Mais Mhm. les entreprises avancent, elles bougent. Moi, je suis plutôt optimiste parce que aujourd'hui, elles ont une difficulté de recrutement. C'est clair. Ouais. Et, et nos jeunes, quand ils sont pas bien dans une entreprise, eh ben, ils zappent parce que ils ont l'habitude de zapper, donc ils savent zapper. Donc Mhm. l'entreprise, elle est obligée de réfléchir aujourd'hui à son attractivité. Et rien que sur cette notion d'attractivité, elle va essayer d'améliorer sa qualité de vie au travail. Mhm. Donc, on peut espérer quand même que ça ne soit qu'un fléau temporaire. Hmm, j'espère bien, j'espère bien effectivement. Mais oui, voilà, je pense, enfin, je partage votre avis sur le fait que l'évolution positive du marché de l'emploi fait que effectivement les entreprises sont amenées à se poser les bonnes questions pour garder leurs salariés, et puis deuxièmement pour les attirer. Donc c'est vrai que ce thème de la qualité de vie au travail, qui peut faire sourire parfois parce que des fois il est galvaudé. C'est en tout Oui. cas une bonne opportunité pour que les entreprises se posent les bonnes questions sur ce qu'elles peuvent faire, mettre en place pour privilégier un équilibre de vie, améliorer une organisation du travail, améliorer du management au sein de leur entreprise pour que les choses se passent bien et pour elles et pour les salariés. Donc on peut espérer effectivement une évolution. Et en tout cas, moi, je sens vis-à-vis de l'activité que je propose aujourd'hui un vrai intérêt, une vraie curiosité et une vraie volonté d'essayer de comprendre de quoi il s'agit et de faire des choses. Donc, gageons, espérons que ce soit le cas, même si c'est pas le cas de toutes les entreprises. Comme vous dites, il y a des bons et des mauvais employeurs comme partout et comme pour tout. Mm, mm. Alors, je jette un petit œil aux commentaires. Donc, Géraldine nous dit, oui, les jeunes vont changer la donne, mais c'est Oui. long, trop long pour notre génération. Ouais, c'est vrai que bon, il faut le temps que les choses évoluent. Mm, Donc, Chantal qui partage cet avis aussi, qui nous dit, nos jeunes vont changer la donne. mm. Et puis Géraldine qui revenait sur sa situation et qui disait, moi, c'est la surcharge sur le long terme, donc qui a Oui. manifestement causé le burn-out. Et dès 2009, mon dossier médical de boulot faisait apparaître ce problème, mais l'entreprise n'a pas vraiment traité le problème. J'ai aussi eu à traiter la problématique de mon fils qui a été détecté TDA. Ça, je sais pas ce que c'est, avec des troubles d'opposition. Un vrai combat personnel, un investissement trop fort dû à mon perfectionnisme. Non. Eh oui, le perfectionnisme, on y revient, mais c'est pas un défaut, d'accord? C'est important dans une entreprise d'avoir de la conscience professionnelle. Ce sont des gens qui cherchent du sens, de l'utilité au travail, et c'est ça la vraie valeur travail. Donc, ne prenez pas le perfectionnisme comme un défaut. Voilà, Oui, ça c'est c'est important. important. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis et merci beaucoup Anne-Laure. C'était très intéressant d'avoir votre point de vue. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voulez ajouter pour terminer ou si Oh non, c'est non, c'est spécial. bon pour Il y vous. en aurait bien à dire pendant des heures et des heures Ouais. sur ce thème. Continuez et puis ça ira mieux comme ça. Plus on en parle et mieux ça ira. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas à vous de vous être montré disponible pour pour ce live et merci encore une fois à tous les internautes d'Envolez-moi qui nous ont suivis et qui nous regarderont en replay. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à tous et au revoir. Au Au revoir Anna. revoir. Au revoir.